Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu des concepts et un petit peu de comment fonctionne Docker au sein d'un système. Alors avec un petit disclaimer, si vous voulez au départ, pour dire que je vais quand même faire des explications qui sont un peu à la limite, voilà, à la limite pas faux, mais du coup je m'arrange pour les besoins en fait de l'explication. Hein, je ne vais pas rentrer forcément dans des détails, mais je vais juste m'arranger, on va dire, un petit chouïa. Alors, avant de rentrer dans Docker, prenons un petit peu acte du fonctionnement, de comment on travaille de manière générale. Donc vous êtes tous sur un système d'exploitation. Si par exemple vous voulez coder en PHP et que vous voulez que votre code soit exécuté, votre code PHP soit exécuté, il faut installer sous Windows le programme, l'interpréteur PHP pour qu'il puisse traduire votre code et l'exécuter. Si on prend la version 7, il suffit d'installer PHP 7, on l'installe et ça marche, ça tourne très bien. Voilà, voilà. Il arrive souvent pour les développeurs de travailler sur plusieurs versions, sur des versions différentes, pardon, des langages. Par exemple, voilà, on a un petit projet qu'on a récupéré qui date de Mathusalem, qu'on doit faire tourner en PHP 4, enfin qui tourne en PHP 4, qu'on doit par exemple migrer sur la dernière version de PHP. Donc il faut faire tourner les deux pour savoir un petit peu comment ça tourne, faire des tests et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir passer, quand on a l'interpréteur, il va interpréter une version particulière de PHP. Donc du coup, l'interpréteur, ben voilà, si c'est l'interpréteur PHP 7, il pourra peut-être pas forcément faire tourner correctement en fait du PHP 4 et vice versa. Bien sûr, si vous activez PHP 4, potentiellement ou 5, enfin bref, une autre version, vous ne pourrez pas faire tourner du code PHP 7, du moins pas correctement. Donc, on a ce truc-là, pareil, ça arrive que lorsqu'on travaille, on a besoin d'un environnement particulier, d'installer des programmes supplémentaires qui peuvent rentrer en conflit avec d'autres programmes, avec d'autres langages ou d'autres fonctionnalités. Donc on se retrouve à devoir soit effectivement avoir du dual boot ou ce genre de truc-là, ce qui n'est pas forcément super pratique pour travailler ou plusieurs bécanes, mais là ça coûte cher. Alors pour ça, on a une solution qui semble être tout à fait viable du coup ici, c'est le fait d'utiliser des machines virtuelles ou des VM. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on installe une machine virtuelle, alors on va la paramétrer comme si c'était une vraie bécane, comme si c'était un vrai ordinateur, à part que c'est virtuel. Donc on va pouvoir lui installer un système d'exploitation et lui, il va croire que c'est une vraie bécane, et il va interagir avec ces trucs virtuels comme s'il interagissait avec votre machine réelle. Vu que c'est une machine virtuelle, une des problématiques en fait de ça, alors c'est très bien parce que ça permet d'isoler, hein, il suffit de lancer en fait une machine virtuelle avec une version de PHP, les programmes qui conviennent, du guide, patati patata, et ça roule ma poule. Le problème, en fait, c'est une machine, une VM, en fait, quand elle se lance, voilà, si on doit installer des trucs ou recharger des trucs, du coup, la VM est pas très pratique parce qu'elle met un temps fou à se lancer, un peu, c'est même de temps en temps un peu plus long qu'une bécane un peu récente, quoi. Donc, si on a besoin, en fait, de faire des installs et de redémarrer la machine, de machine virtuelle, ça peut être un processus un petit peu long. Mais de manière générale, ça résout, enfin pour le dev, c'est vrai que ça marcherait très très bien. Par contre, concernant la production, effectivement, si on doit par exemple faire développer une application et qu'on doit lancer en prod cette application, si à chaque fois on doit lancer une VM pour lancer notre application, qu'elle tourne dans son petit truc un peu isolé, hein, donc je rappelle qu'un des trucs intéressants, c'est le fait que notre VM, c'est un système complet un peu isolé. Qui dit système isolé dit par exemple, comme ici, ben, les cartes réseau, quoi. À partir du moment où cette VM elle est bien isolée, elle est bien, voilà, vous l'avez bien sécurisée, il n'y a qu'un seul moyen d'y rentrer, ça va être par exemple avec le network pour pouvoir pénétrer à l'intérieur ou en SSH. Mais du coup, en fait, on a un peu la même mise sur cet environnement. Ce programme qui tournerait en fait au sein d'un système au milieu d'autres programmes, on pourrait imaginer qu'il y ait des conflits entre les différents programmes. Donc ici, on a vraiment cette notion d'isolation, si vous voulez, de notre application, et on peut effectivement lancer ce programme isolé sur un serveur, par exemple, puisque c'est une VM, hein, donc elle peut se lancer sur un serveur, hein, puisque c'est le but en fait, que ce soit virtuel. Mais le problème, c'est que si par exemple vous avez des patchs à mettre en place et que par exemple vous êtes dans une période dans laquelle vous patchez assez fréquemment, ben, il va falloir attendre pour pouvoir faire les tests, que la VM se lance. Enfin bref, c'est un processus un peu long qui peut être un petit peu embêtant. Alors pour ça, on va s'appuyer en fait plutôt sur une mécanique qu'on peut retrouver sur Linux
qui est que voilà, dans Linux, rapidement, il est décomposé en fait en plusieurs morceaux, un petit peu comme tous les systèmes, hein. Vous avez vos devices, alors ici c'est les périphériques réseau par exemple, donc là je m'occuperai que du périphérique réseau, ce qui va nous intéresser. Et le kernel, qui est le noyau, c'est-à-dire toute la mécanique en fait du système d'exploitation, et du coup j'intègre à l'intérieur tout ce qui est bibliothèque, applications natives et ainsi de suite, en fait tous les trucs de base qui font tourner un peu votre système pour que vous puissiez l'utiliser. Et ici j'ai sorti quand même de cette partie-là, ça fait pas partie du kernel, mais bon, c'est un programme et c'est le seul qui nous intéresse du coup ici, c'est le bash, donc l'interpréteur de commande, et on va en fait utiliser cet interpréteur via le terminal. Donc ça, cette colonne ici correspond à l'utilisation classique, si vous voulez, de Linux. Donc cette espèce de découpage en étages. Donc on se connecte avec un terminal et on utilise l'interpréteur du bash pour échanger avec le kernel, par exemple pour avoir accès au disque dur ou au réseau via certaines commandes. Donc on va taper en fait sur les commandes, sur des commandes qui elles vont s'appuyer sur le kernel pour le device, mais j'ai préféré, si vous voulez, schématiser avec ça pour éviter d'avoir trop de flèches. Et en fait, ce qu'on peut faire avec Linux, ce qu'on peut, c'est monter un autre kernel au sein de notre système pour qu'ils puissent discuter entre eux. Alors, c'est pas exactement ça, mais on peut l'imaginer de cette manière-là. Donc en gros, on peut monter, par exemple, ici, on a une Debian, ici, qui traîne. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut monter, par exemple, un autre système, du coup, ici. On va pouvoir se connecter sur ce système à travers le bash, ici. Et ce système va utiliser, si vous voulez, les ressources que propose son système hôte, un petit peu comme une VM, mais en plus poussé. C'est-à-dire que là, on va non pas installer un système complet en réalité, mais on va carrément s'appuyer. On pourrait même imaginer que cette zone-là, en fait, elle soit, si vous voulez, fusionnée quelque part. Donc en gros, avec notre terminal, on va avoir un environnement, donc le kernel en fait un peu isolé, si vous voulez, mais il va discuter en fait, il va utiliser le kernel, le système hôte, un peu comme une espèce de parasite, le système hôte en fait pour accéder comment ça s'appelle, au périphérique de sortie. Et ça, en fait, cette mécanique-là a été reprise en fait par Docker, qui va nous permettre en fait de pouvoir créer rapidement en fait des environnements comme ça. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de booter, si vous voulez, de faire démarrer un système sur un environnement, sur une machine virtuelle. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est d'avoir cet environnement-là qui est posé, qui est monté, si vous voulez, sur le système hôte, avec les éléments basiques dont on a besoin, les éléments minimaux dont on a besoin en fait ici. On pourra avoir besoin, alors évidemment, du bash, mais on peut installer du coup sur ce truc-là, sur ce kernel-là, enfin dans cet environnement-là, on pourrait installer Git, Node, patati patata, comme on ferait pour une VM. Ah, la seule différence en fait ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de démarrer le système, puisque tout le reste du système en fait est géré sur le système hôte. Ce qui est vachement pratique en fait, ce qui permet notamment de pouvoir monter des systèmes et de les démonter assez rapidement, sans qu'il y ait forcément besoin d'avoir un processus de démarrage qui va checker. On n'a pas besoin d'avoir de machine réelle, puisqu'en fait, il ne communique pas avec une machine qui elle-même va communiquer avec une autre machine. Il va tout simplement communiquer avec le noyau du système, de son système hôte. Donc c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus léger du coup, hein, c'est un peu l'équivalent d'une VM légère. Et donc pour ça en fait, on va, du coup Docker voilà, s'est appuyé sur cette mécanique-là pour proposer justement un petit outil qui va nous permettre de pouvoir lancer en fait des petits environnements un petit peu isolés, c'est-à-dire qu'on prend la partie isolation, mais on garde, on enlève toute la partie en fait un peu lourde qu'on peut avoir sur les VM qu'il faut en plus configurer ainsi de suite. Là, il n'y a pas besoin de configurer quoi que ce soit puisque de toute façon, ça va discuter avec ça et on pourra automatiquement en fait accéder à tout l'environnement que propose en fait le système hôte. Hein, on va voir. Vous allez voir que c'est pas forcément que ça, mais l'idée en fait est ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir, à partir effectivement du coup d'une image, créer ce qu'on appelle des conteneurs, c'est-à-dire des systèmes isolés, dans lesquels en fait on va avoir le minimum syndical ici pour tourner. Et tout ce qu'il a besoin en fait ici, c'est de se connecter en fait, d'être
lancé sur un système hôte, et Docker va faire un petit peu cette espèce de liaison en fait ici automatiquement. Et donc, il va utiliser des informations du système hôte, en fait, enfin, des éléments du système hôte, pardon, pour faire tourner, si vous voulez, le conteneur et faire en sorte que votre conteneur puisse faire des choses et que vous puissiez faire des choses. Notamment, par exemple, ici, je l'ai mis que là, accéder au réseau.